C'est bon, ça a l'air d'être parti. Ok, on va démarrer, hein. Déjà, bonjour à tous, hein. C'est bien, vous êtes pas mal nombreux, donc c'est un sujet qui a l'air d'intéresser. Cette visioconférence est la quatrième, hein, de la séquence de rendez-vous du sanitaire en Occitanie. Ces rendez-vous sont mis en place par 3 partenaires, hein, donc le GTV, Groupement Technique Vétérinaire. Alors, je vous demanderai de fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci de fermer vos micros, s'il vous plaît. OK. Donc, je continue. Donc, avec Karine Saget, donc, du GTV, docteur vétérinaire, donc en charge aussi d'OMA. Avec Martha Bornati, chargée de mission à l'ADA, hein, qui sera là aussi pour les questions. Avec moi-même de FRGDS. Donc, on est 3 partenaires et chaque année, on fait un programme sur ces rendez-vous du sanitaire en Occitanie. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui donc le docteur vétérinaire Bérénice Herzberg, qui est aussi chargé du PSE pour le GDSA du Tarn. Donc, c'est elle qui va assurer cette visioconférence. Donc, elle va faire son exposé et par la suite, on prendra vos questions. Alors, vous pouvez poser vos questions sur conversation, hein, la petite icône conversation. Et Martha et Karine prendront vos questions donc en fin de visio. Donc, on s'accorde 3 quarts d'heure, 1 heure pour la présentation et une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure pour les questions. Donc, l'idée de cette visioconférence est venue après la formation au Rucher École de Réalmont sur la mise en place de la sublimation fin janvier 2025. Cette formation était assurée par Bérénice et par Caroline Paris, vétérinaire du GDS 31 pour vétérinaire apicole pour GDS 31. Et cette formation visait en fait à tester plusieurs modèles de sublimateurs à l'acide oxalique sur leur facilité d'emploi, leur ergonomie, les éventuels problèmes liés à leurs utilisations et les équipements de protection. Donc en fait, en mettant en route cette formation, on a découvert pas mal de petits soucis, pas mal d'interrogations sur la mise en œuvre de la sublimation. Donc, en fait, cette visioconférence, c'est en fait un retour sur ces expériences qui ont été faites sur cette journée par rapport au matériel. Je vais vous demander donc d'éteindre vos micros, vos caméras si c'est possible pour plus de fluidité. Et également, quelque chose d'important, pas répondre sur les questions posées dans la conversation, parce qu'en fait, c'est à Bérénice de vous répondre à ces questions. Je vous remercie, et puis c'est plus confortable pour tout le monde. Merci encore. Je vais donner la parole donc à Bérénice. Tu peux partager ton écran, Bérénice. Alors, bonjour à tous. J'essaie de vous partager ma présentation. Et donc, je suis Bérénice Herzberg, vétérinaire compétente en apiculture. Je suis basée à Millau et je m'occupe donc aussi je suis vétérinaire conseil pour le groupement de défense sanitaire apicole du Tarn. Et on a décidé l'année dernière donc, de faire une formation sur la sublimation d'acide oxalique parce que je me posais pas mal de questions. On entend toujours dire que ça fait du caramel quand on utilise l'apibioxal. En l'utilisant, moi, ça ne me l'a jamais fait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une légende ou pas, etc. Et puis, en préparant la formation, j'ai même eu... moi, je fréquente pas trop les salons apicoles, mais il y a des TSA qui m'ont dit que les vendeurs de matériel disent que les sublimateurs dits rapides sublimeraient en partie de l'acide formique et pas de l'acide oxalique, et donc seraient plus conseillés pour les intersaisons. Bref, du coup, je me suis dit, tiens, ça, c'était une question à laquelle, un truc que j'ignorais complètement. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? On va essayer d'y répondre. Et pour ça, je vais être obligée de vous présenter un petit peu de théorie. Vous allez comprendre pourquoi.
Donc, le plan de l'exposé, faire déjà une petite partie de pourquoi traiter les varrois en hiver, les avantages et inconvénients de la sublimation par rapport au dégoûtement, les 2 médicaments utilisables en sublimation, comment agissent ces médicaments, la protection des intervenants qui vont réaliser la sublimation, les différents appareils, donc les sublimateurs, qu'est-ce qui se passe pendant que le médicament chauffe, et ensuite un retour d'expérience sur ce qui s'est passé au Rucher École de Réalmont, où donc on a fait un test où nous avions différents modèles de sublimateurs. Alors, première partie, pourquoi traiter en hiver? J'imagine que vous savez tous qu'on est en train de se prendre le chou à cause d'un petit parasite là, qui est varroa destructor. Il y a une maman varroa qui va rentrer dans une alvéole qui va pondre un œuf mâle et plusieurs œufs femelles, donc 5 œufs femelles quand elle est dans le couvain ouvrière et encore plus quand elle est dans les couvains de mâles. J'ai découvert en préparant cet exposé que, en fait, il y a peu de femelles qui vont être viables, qui vont sortir de l'alvéole, parce qu'en fait, il y en a qui ne seront pas fécondées par leurs frères là dans l'alvéole. Il y en a qui ne vont pas arriver à maturité faute de nourriture ou autre, et que donc en moyenne, dans le couvain d'ouvrière, on a 1 à 2 femelles varroa filles qui sortent de l'alvéole, et dans le couvain de mâles, c'est entre 2 et 3 varroa femelles viables qui sortent de l'alvéole. Mais ça fait quand même encore beaucoup. Et donc, quand la jeune ouvrière va ressortir, ou le jeune faux bourdon, il va permettre la vie phorétique de ces jeunes varrois et de leur maman. Alors, pourquoi traiter en hiver alors que, du coup, ça fait qu'on a beaucoup de varrois qui vivent dans le couvain, et la population de varrois va croître proportionnellement au couvain. Donc, quand on est en hiver, qu'on a évidemment beaucoup moins de couvains, la population de varrois décroît. Donc, c'est sûr qu'en hiver, on n'est pas à la période où il y a le plus de varrois. Pourquoi s'amuser à traiter à cette période-là alors que la population de varrois est relativement réduite? Eh bien, parce que là, vous avez une courbe qui présente donc au temps 0, là, on est à la sortie d'hivernage. Et il y a 3 courbes, la courbe verte, la courbe jaune et la courbe orange, qui présentent ce qui se passe en fonction du nombre de varrois qui sont présents à la sortie d'hivernage. Donc en vert, on a 10 varrois par colonie présents. En jaune, 100 varrois par colonie présents, et en orange, 200 varrois par colonie présents. Quand on a peu de varrois à la sortie d'hivernage, la population de varrois par rapport à la taille de la colonie va certes croître, mais 180 jours après la sortie d'hivernage, donc presque 6 mois après, la population de varrois est encore tolérable. Alors que quand on a 100 ou 200 varrois par colonie en sortie d'hivernage, déjà au bout de 3 mois, donc on est déjà au mois de juin ou même avant, et la population de varrois a déjà dépassé les seuils tolérables d'un point de vue viabilité de la colonie et viabilité économique de la colonie. Donc on a tout intérêt à se retrouver avec moins de 10 varrois par colonie à la sortie d'hiver, ce qui justifie en partie le traitement hivernal. Là, je vous présente les données d'un autre essai qui a été fait aux États-Unis, où il montre la durée de survie de la colonie en fonction de la saison à laquelle a été réalisé le dernier traitement contre les varrois. Donc là, le dernier traitement a été réalisé en hiver, au printemps, en été ou à l'automne. Et donc, quand il y a des petites lettres, la différence, ça veut dire qu'on a des différences significatives. Donc, sur ce premier essai-là, quand on fait un traitement en hiver, on a une survie des colonies plus de 12 mois après en moyenne. Alors que la survie des colonies, quand il y a un traitement en été, va être entre 7 et 8 mois, de façon statistiquement significative. Donc, ça inciterait plutôt à traiter en hiver ou au printemps, sachant voilà, que le printemps semble aussi une période favorable.
mais que on a quand même la chance d'avoir des traitements réalisables hors couvain qui vont être plus faciles à mettre en œuvre que ceux réalisables au printemps. Seulement, dans la vraie vie, ils ont fait un deuxième essai des mêmes conditions et ce n'est pas répétable. Donc voilà, dans la vraie vie, les choses ne sont pas aussi jolies que sur le premier graphique. Et donc là, ils ont dans leur deuxième essai, là on a la survie après traitement en hiver entre 7 et 8 mois, la survie au printemps un peu meilleure, en été, après traitement en été moins bonne et après traitement à l'automne, c'est le meilleur résultat mais qui n'est pas statistiquement significatif par rapport au traitement de printemps. Donc voilà, c'est pas si encourageant que ça puisque ce n'est pas répétable. Mais on a quand même vocation à se dire qu'on a envie de sortir d'hivernage avec un niveau de varroa bas pour avoir une bonne survie des colonies. L'avantage de traiter en hiver, c'est aussi principalement qu'on a la chance d'avoir des traitements à base d'acide oxalique qui sont encore très efficaces. Et il y a deux modalités d'application en hiver, la sublimation et le dégouttement. Il existe une troisième modalité d'application qui est la pulvérisation, mais qui suppose de sortir les cadres pour pulvériser, et ce qui n'est évidemment pas faisable en hiver, donc c'est pour ça que je ne vais pas développer la pulvérisation. Avantages et inconvénients du dégouttement par rapport à la sublimation. Alors le dégouttement, ça consiste à prendre un médicament à base d'acide oxalique, à le diluer dans un sirop à une température de 30 à 35 degrés et à l'appliquer avec une petite seringue ou autre dans les intercadres, toujours tièdes. Donc ça suppose d'avoir un petit thermos ou une glacière pour maintenir la tiédeur de la préparation sirop et acide oxalique. La sublimation, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, c'est appliquer une vapeur d'acide oxalique dans la colonie. Alors, si on compare les avantages et inconvénients des deux méthodes, le dégouttement, il reste très efficace. On a plus de 70% d'efficacité et on attend même souvent plus de 90% d'efficacité. Donc, il n'y a aucun souci. Il est facile à mettre en œuvre. Ça demande juste quand même de préparer à l'avance son médicament avec un petit glacière, etc. Mais c'est quand même relativement simple. En revanche, ça demande quand même d'ouvrir les ruches. Donc, ça demande un peu de dextérité pour être rapide dans la réalisation du dégouttement pour ne pas ouvrir les colonies trop longtemps en hiver. Et donc, il y a un article, alors je suis désolée, c'est un nom... Est-ce que tu dis ça? Un nom tchèque, il y a un animal qui doit descendre d'un bureau. Pardon. Excusez-moi. C'est Papezikova, je prononce peut-être pas très bien, qui a montré que en application par dégouttement, on avait une augmentation de la mortalité des abeilles dans les 3 semaines qui suivent le traitement. Donc, il n'est pas totalement anodin pour la colonie. Et donc, ces mêmes chercheurs-là ont un peu comparé dégouttement et sublimation dans un cadre purement expérimental. Et ils ont montré que la sublimation est mieux tolérée que le dégouttement par les abeilles. Donc, on n'a pas de mortalité d'abeilles lors de la sublimation. La sublimation a un avantage d'être relativement rapide à réaliser. Si ce n'est que ça demande de la préparation en amont pour s'équiper, donc ça on va en reparler. Ça nécessite du matériel, donc le sublimateur, et de l'équipement de protection, un équipement de protection spécifique pour l'utilisateur. Et donc il y a effectivement un coût lié à ces équipements. Et ce serait un peu moins efficace que le dégouttement. Donc là, c'est encore voilà, ces chercheurs qui ont comparé. Donc moins efficace que le dégouttement, mais une efficacité tout à fait correcte en l'absence de couvain, puisque l'acide oxalique ne traverse pas l'opercule de cire. Alors, je vais essayer de vous présenter les 2 médicaments qui sont utilisables en sublimation. Il y en a 2 sur le marché.
L'apibioxal, qui est commercialisé par le laboratoire Destin. Je vous mentionne les laboratoires parce qu'en fait, ça fait quelques semaines là que je suis en contact avec eux pour les assaillir de questions. Donc voilà, je vous les mentionne, n'hésitez pas à les contacter si, comme moi, vous avez des interrogations persistantes. Donc l'albibioxal, commercialisé par le laboratoire Destin, contient de l'acide oxalique dihydraté. C'est en fait assez important de c'est dihydraté parce que c'est de l'acide oxalique avec de l'eau. Il est sous forme humide du coup, avec de l'eau associée à l'acide oxalique. Et il y a du glucose dans l'apibioxal, ce qui fait que certains parlent de caramélisation de la préparation dans le sublimateur. Donc on va en reparler de ça aussi. Le dosage prescrit sur la notice, c'est 2,3 grammes de ce mélange par colonie. Et le coût est de 27,10 € pour 15 ruches. Alors, il y a écrit 10 ruches sur le paquet de 35 grammes, mais si on divise 35 par 2,3 grammes, on arrive bien à 15 ruches qui peuvent être traitées. On est à 1,80 € le coût de traitement par colonie. Et le deuxième médicament, c'est le Varoxal, commercialisé par le laboratoire Andermatt, qui fait aussi pas mal de produits de biocontrôle. C'est la même chose, de l'acide oxalique dihydraté à l'état pur. A priori, il n'y a pas d'excipient. Son dosage en sublimation est de 2 grammes par colonie. Et on est à un coût de 37,40 € pour 37 ruches, soit 1 € par ruche. Ou si on achète des flacons plus gros de 200 grammes de Varoxal, on arrive à 81 centimes de traitement par ruche. Donc là, je vous ai pris les prix pratiqués au GDS apicole du Tarn. Et évidemment, certains vont peut-être me comparer ça au prix, au coût par ruche si on utilise de l'acide oxalique de droguerie, qui, je crois, atteint du coup 2 centimes par ruche ou quelque chose comme ça. C'est évidemment beaucoup moins cher. Le coût du médicament n'est pas justifié par une matière première qui serait différente, mais par le fait que le laboratoire est censé faire des essais qui confirment l'efficacité, l'innocuité du produit, son mode d'action, etc. Et donc, en achetant un médicament, vous, d'une part, vous vous assurez de l'innocuité, l'efficacité du produit, la pureté de la matière première, mais aussi vous contribuez normalement à ce qu'il y ait de la recherche et qu'on puisse développer des médicaments pour maintenir une activité de ces derniers sur les varroas. Et puis vous respectez aussi une obligation légale qui est d'utiliser uniquement des médicaments dans l'idée aussi de protéger le consommateur de miel ou d'autres produits de la ruche. Alors, comment agissent ces deux médicaments qui sont donc la même molécule avec juste un petit peu de sucre en plus pour l'apibioxal? Il y a d'abord un effet par contact sur les arolia, alors peut-être sur les arolia des varrois. Alors en fait l'effet par contact, il a été prouvé par toujours la même équipe là donc il y a un des chercheurs qui s'appelle Papezikova qui a fait une étude assez complète sur l'efficacité de l'acide oxalique en 2017 et donc ils ont mis simplement des varrois décrocher des abeilles en contact avec de l'acide oxalique. Les varrois n'avaient pas ingéré l'acide oxalique, ils ont été juste en contact avec l'acide oxalique. Et il y a eu une forte mortalité des varrois après simple contact. Et ils supposent, mais ça n'a pas été prouvé, que ça a endommagé les arolia des varrois aussi. Donc, qu'est-ce que c'est les arolia? Ce sont des petits coussinets. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai loupé votre appel. Okay. Il y a quelqu'un qui en entend téléphoner. D'accord, Merci ok. de couper le micro. D'accord, c'est ça, ok. Ok. Donc, les varrois ont au bout de leur papate des petits coussinets qui ont besoin d'être gonflés pour être bien adhérents à la cuticule des abeilles. Pas le lundi, pas le mardi, alors, pas le mercredi, puis après, oui, c'est bon. Aussi le planning de l'apiculteur qui téléphone. Vous m'entendez peut-être pas, je sais pas. 17h, ça peut être bon, 9h. Stop
le micro. 9 heures. Le micro, Ouais, stop. ça va. Hop, je sais pas comment faire. C'est On bon, n'arrive je pas l'ai à- désactivé. Ça y est, c'est C'est bon, bon. tu l'as identifié. Bon, merci. C'est bon. Bon, donc les petits varrois ont des coussinets qui ont besoin d'être humides pour être bien adhérents sur l'abeille, pour rester accrochés. Et il y a une équipe là de Villarem et collègues qui a montré l'efficacité de différents acides. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est différents acides, mais pas l'acide oxalique. Donc, il y a l'acide lactique, l'acide tartrique, je ne sais plus d'autres acides, qui endommagent ces petits coussinets. Donc là, à gauche, c'est les petits coussinets intacts. À droite, ce sont les petits coussinets après exposition à de l'acide. Ils n'ont plus leur capacité à être gonflés et humides, et donc ils n'adhèrent plus bien à l'abeille, et donc les varrois se décrochent. Le gros problème, c'est qu'ils n'ont pas testé l'acide oxalique, ils ont testé d'autres acides. Donc, on n'est pas sûr que l'effet par contact soit aussi lié à cet effet sur les coussinets. Et ils font pas que se décrocher, parce qu'avec un simple contact avec l'acide oxalique, les varrois meurent. Mais on ne sait pas par quel mécanisme d'action biologique. D'autre part, l'équipe là de Papezikova a aussi fait un test où ils ont fait boire de l'acide oxalique en solution aux abeilles, isolé de la ruche. L'acide oxalique, ils ont montré qu'il est passé dans les molymphes des abeilles, et ensuite ils ont mis en contact des varrois sur ces abeilles, et les varrois sont morts. Alors, est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils ont aspiré l'acide oxalique dans les molymphes, ou est-ce que l'acide oxalique ingéré par les abeilles a simplement modifié les molymphes des abeilles et ça n'a pas permis aux varrois de survivre? Ce n'est pas détaillé, ils ne savent pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi un effet lorsque l'acide oxalique est ingéré par voie orale aux abeilles. Les varrois qui vont se nourrir de l'hémolymphe de ces abeilles vont également mourir. En revanche, il est fortement déconseillé de donner à boire de l'acide oxalique aux abeilles, parce que cet acide oxalique provoque des lésions dans le tube digestif des abeilles et on entraîne de la mortalité d'abeilles. Donc voilà, c'était uniquement expérimental. Ne faites pas boire d'acide oxalique aux abeilles, mais c'est pas inintéressant de savoir que quand il y en a dans les molymphes des abeilles, ça a un effet sur les varrois. L'acide oxalique a un effet lors d'administration par dégoûtement aux abeilles, même si on dégoûte sur les abeilles et qu'on ne met les varrois en contact avec les abeilles qu'a posteriori, les varrois vont mourir. C'est d'ailleurs, je crois, l'efficacité la plus importante, et quand il y a une administration par voie orale, et l'administration par dégoûtement est la deuxième plus efficace. Et l'acide oxalique a un effet lorsqu'on sublime les abeilles, même s'il n'y a pas de contact direct sur le varroa, mais on ne sait pas comment. Donc, pour moi, c'est très frustrant, on va dire, parce que j'ai évidemment contacté le laboratoire d'Estaing et Andermatt pour savoir s'ils connaissaient les modalités d'action de l'acide oxalique, d'un point de vue biologique, sur quoi est-ce que ça agit, etc. Et ils ne savent pas. Ce qu'on sait simplement, c'est qu'il y a à la fois un contact direct avec le varroa et des modifications au niveau de l'abeille qui vont pouvoir tuer le varroa, que ce soit par ingestion des molymphes modifiés, ingestion d'acide oxalique sur l'abeille. Enfin, il y a beaucoup d'inconnus, mais les deux, il y a contact direct et indirect. En revanche, si ça a un effet comme ça là sur les varrois, ce qui est sûr, c'est que l'acide oxalique est un acide extrêmement corrosif qui a un effet sur les humains, que c'est un produit extrêmement irritant et qu'il faut absolument que les humains se protègent. Donc, on va partir de la protection des intervenants. Là, on va avoir une sublimation ou vaporisation d'acide oxalique, c'est-à-dire que l'acide oxalique va se trouver sous forme de vapeur. La vapeur, elle va pouvoir s'insinuer partout, sur votre peau, sur vos yeux, etc. C'est extrêmement dangereux. Il ne faut surtout pas respirer la vapeur d'acide oxalique, parce que ça provoquerait des lésions sur les poumons des humains.
Et il ne faut surtout pas que la vapeur d'acide oxalique soit en contact avec les yeux ou la peau des apiculteurs, des intervenants, ou de leurs chiens ou autres êtres vivants qui seraient dans les parages. Alors, il est indispensable, alors je sais bien que la notice des médicaments mentionne simplement des masques FFP2. Il est hors de question de sublimer simplement avec un masque FFP2 parce que ça ne protège pas assez. Il faut absolument un masque à cartouche. Donc, je vous sors un masque à cartouche. Un masque à cartouche, c'est comme ça. Regardez ma tête, moi je me vois pas. Et on y est, donc il y a le masque et il y a les cartouches qui se fixent dessus. Je ne vais pas vous refaire le truc, mais ça se fixe de façon assez simple dessus. Le masque à cartouche, quand on a des petites lunettes comme les miennes, ça convient, on arrive à le mettre avec ses lunettes. Bon, ça n'arrive pas avec le casque et tout, mais ça marche bien avec les petites lunettes. Et il y a des cartouches dessus. Et là, on a besoin de se protéger contre des vapeurs organiques, vapeurs d'acide organique et des gaz acides. Enfin, ça protège les deux. Donc, il y a sur les cartouches, il y a des petits traits là. Il faut que vous ayez un liseré marron ou un liseré jaune pour vous protéger des vapeurs d'acide. Et il faut aussi un liseré blanc contre les particules solides. Donc là, le liseré blanc, c'est pour vous protéger, pour ne pas inhaler la poudre d'acide oxalique. Donc, il vous faut le masque intégral et les cartouches. Et les cartouches, elles ont une durée limite de validité. Et donc, c'est à partir du moment où elles sont ouvertes, parce qu'elles sont dans un emballage complètement hermétique. Donc, la mienne, là, par exemple, j'ai écrit qu'elle est valable jusqu'en 2030. Mais dans la mesure où j'ai ouvert le paquet lors de la formation qui a eu lieu en mars dernier, ça a à peu près 1 an de validité. Donc, il faudra racheter des cartouches avant la formation de l'année prochaine. Si vous avez des grosses lunettes, ça va être difficile de mettre le masque. On a testé réellement. Ça va poser un problème pour le masque. Donc, si vous avez des grosses lunettes, vous pouvez mettre un demi-masque pour les voies respiratoires et des lunettes de protection qui vont par-dessus vos lunettes. C'est bien évident que vos lunettes, donc il y a l'illustration, soit vous avez un masque intégral comme ça, soit vous mettez un demi-masque et des lunettes de protection. Vos lunettes à vous de vue ne protègent absolument pas contre des vapeurs de gaz qui arrivent par le côté. Donc ça, voilà, c'est vraiment, il ne faut pas respirer de gaz et il ne faut pas que le gaz arrive dans vos yeux. Donc là, c'est pareil, j'ai demandé au laboratoire pourquoi ce n'était pas précisé dans la notice. Les réponses sont très évasives, hein. Mais on en est tous absolument certains. On a questionné plein de responsables sécurité. Il y a besoin de ces masques pour sublimer de l'acide oxalique. Ensuite, il vous faut des gants en nitrile ou des gants ménagers pour vous protéger la peau et manipuler la poudre, et des bottes et vêtements étanches. Alors ici, je vous récapitule. Soit un masque intégral, soit un demi-masque et des lunettes de protection si vous avez des grosses lunettes. Des cartouches avec un liseré marron ou jaune et blanc pour vous protéger de l'éventuelle inhalation de la poudre. Et donc au GDSA du Tarn, là on en a commandé collectivement. On a choisi le masque Dragueur Explore 5500, là, il y en a plein d'autres, hein. Et donc avec les cartouches, on en est à 140 € par masque, équipé de cartouches. Et donc, il vous faut aussi des gants en nitrile à manchette. Alors ça, c'est Irène qui a trouvé ce modèle-là. Il y a des apiculteurs qui étaient venus avec des gants noirs assez épais, là, qui étaient pas mal. Et puis, c'est pas mal d'avoir une combinaison étanche ou des surbottes ou des bottes. L'idée, c'est qu'il ne puisse pas y avoir d'acide qui vienne, de vapeur d'acide qui puisse venir au contact de votre peau, parce que ce serait très irritant, et donc que vous soyez bien protégé. Alors, une fois qu'on a l'équipement de
des personnes qui seront présentes. Et alors, c'est toutes les personnes qui seront à côté de la ruche. Ce n'est pas que la personne qui applique le traitement. Il peut y avoir des vapeurs qui s'échappent de façon un peu incontrôlée. Donc, c'est sûr que toutes les personnes qui sont présentes autour doivent être équipées, hein. Sinon, il faut faire le truc tout seul. Les différents appareils. C'est ce qui nous a pas mal intéressé de savoir pourquoi est-ce qu'il y a des appareils aussi variés et est-ce que ça change vraiment quelque chose au niveau de la sublimation. Le Varox Eddy, ou je crois qu'il y a aussi le Eddy tout court, est commercialisé par le laboratoire Andermatt qui vend aussi le Varoxal. C'est quand même un atout, c'est-à-dire qu'ils vendent le médicament et le sublimateur ensemble, ce qui paraît quand même assez logique, vu que pour savoir, ils sont censés avoir étudié qu'est-ce qui se passe quand on réalise la sublimation. Il est relativement facile d'utilisation. En fait, le principe, c'est qu'on met, on a ça là, on met la poudre dans cette petite coupelle, on appuie sur le bouton, ça commence à chauffer, mais du coup, on ne va pas avoir dégagement de vapeur tout de suite. Donc, on peut s'éloigner. Et puis, il va y avoir des voyants de couleur là qui vont s'allumer successivement. Et donc, on va pouvoir savoir quand l'appareil est en phase de refroidissement, c'est-à-dire que la sublimation est terminée et qu'on peut revenir vers la ruche pour le retirer. Donc, voilà, c'est facile d'utilisation et ça pourrait paraître assez peu risqué vu qu'on peut s'éloigner de la ruche pendant la sublimation. En revanche, cet appareil va avoir tendance à s'éteindre tout seul, comme si voilà, il s'éteignait après une période de non-utilisation. Et donc, il y a comme, je crois que c'est Jean Blanchot qui décrivait ça, comme si l'électronique se grippait. Ensuite, il est relativement haut, il fait à peu près 2 cm. Et donc ça, il faut pouvoir le mettre dans la ruche. Et donc, ça ne passe pas dans toutes les portes de ruche. Donc, parfois, on est obligé d'écarter un peu le corps et le plancher pour pouvoir faire glisser la plaquette blanche là pour qu'elle rentre dans la ruche. Et il faut charger les petites coupelles avec une petite cuillère là. Donc, c'est 2 cuillerées de médicaments qui n'est pas forcément facile à manipuler. Un autre appareil, et donc ça, ce sublimateur-là fait partie des sublimateurs dits lents. On va le voir après, juste après, pourquoi. Et son prix est de 395 €. Un autre appareil est l'Instant Vap, qui ressemble à ça. Après, on va voir d'autres photos de celui qu'on a testé à Réalmont. Il permet d'avoir un contrôle précis de la température parce qu'il a un écran qui indique la température. Il est plutôt très facile d'emploi avec un petit piston là pour pousser la quantité d'acide oxalique qu'on met dedans. C'est facile de doser la quantité de médicaments avec ces systèmes de pistons là pour mettre 1 gramme ou 2 grammes, en sachant que on est censé mettre 2 grammes par colonie et que la quantité par ruchette n'est absolument pas précisée. Et donc, il fonctionne avec je crois qu'on peut mettre une batterie de perceuse ou autre là, comme source d'énergie. Son prix est de 379 €. Et donc, celui-ci fait partie des sublimateurs dits rapides. Un autre modèle, qui est le mien, du coup, moi j'ai un vieux truc, donc le mien fonctionnait encore avec une batterie de voiture, c'est celui-là, mais maintenant il existe adapté à des batteries de perceuses, etc. Donc, ça s'adapte à plusieurs modèles de batteries, donc il y a un modèle aussi autonome. Ça fait partie des sublimateurs rapides, il est facile à nettoyer, on met le médicament dans ces petites coupelles blanches là, et il y en a plusieurs qui sont fournies, donc on peut interchanger, c'est relativement facile de nettoyer ça ou le corps de chauffe là. Le mien nécessite une batterie de voiture, donc c'est pas du tout pratique à transporter, tout ça quoi. Et ce qui n'est pas pratique, c'est qu'on a ces petites cuillères là pour doser l'acide. C'est pas confortable de faire à chaque fois les petites préparations de médicaments au rucher. En revanche, il existe aussi, comme pour l'Instant Vap, une espèce de,
sais pas comment ça s'appelle, là, de seringue doseuse de poudre là, qui permet de délivrer les bonnes quantités d'acide au fur et à mesure quand on veut traiter plusieurs ruches. Le prix est toujours un peu le même ordre de grandeur, là c'est 370 €, on est toujours dans la même catégorie. On a aussi le président du GDSA qui est venu avec le sublimateur Lega. Donc le sublimateur Lega, il est associé à un décapeur thermique. Donc ça souffle en permanence et quand on verse l'acide, eh ben, ça vaporise l'acide en même temps. Ça fait partie des mêmes, même groupe que l'instant VAP ou l'Oxalica. Il fonctionne sur secteur, donc il a besoin d'une alimentation 220 volts et il est rapide, mais pas plus effrayant que les autres. Et ensuite, alors on les a pas testés, mais Irène pourra peut-être nous faire un retour parce qu'il y a les anciens petits modèles très simples là de Sublimox ou de Varox. Qui sont simplement des petites résistances là, qui chauffent l'acide et qu'on met devant la ruche. Ça paraît un peu léger, mais ça existe et c'est pas cher. Et il existe aussi des sublimateurs à gaz. Donc là, c'est un peu comme un chalumeau. Et on fait tomber l'acide au fur et à mesure. Et ça vaporise donc l'acide oxalique qui est chauffé jusqu'à 400 degrés. Et donc ça, c'est vraiment à proscrire, je vais l'expliquer juste après, parce que la température est trop chaude. On a un risque de dégradation de l'acide oxalique. Donc celui-là à proscrire, enfin tous ceux qui sont à gaz en fait, parce qu'il n'y a pas de contrôle de température. Mais là où je m'interrogeais, je vais vous en parler juste après, c'est que le sublimateur Instant VAP, il a un contrôle de température électrique. L'Oxalica, suivant les modèles, soit il n'y a pas d'afficheur de température, soit il y en a. Je me suis demandé à quoi ça sert. Le Varoxedi, il n'y a pas de contrôle de température. Je me suis dit à quoi ça sert qu'il y ait un contrôle de température. Est-ce qu'ils chauffent tous à la même température ou pas? Est-ce qu'il faut régler la température différemment suivant je ne sais quel paramètre? Je vais vous expliquer les réponses et ce que j'ai compris des explications à mes questions. Alors, ça m'a fait replonger dans mes cours de physique-chimie. Là. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais je vais vous expliquer ce que j'ai compris et vous me direz après ce que vous en pensez. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on chauffe? Une des grosses questions qui s'est posée à moi, c'est que apparemment certains commerciaux d'appareils disent qu'il peut y avoir, donc là c'est la molécule d'acide oxalique. On a 2 carbones, là, les oxygènes et des groupements hydroxydes. Si on la coupe en deux au milieu, là, ici, si on la coupe en deux au milieu, on voit que ça fait presque, à un hydrogène près, 2 molécules d'acide formique. Vous voyez, c'est quasiment la même. Là, j'ai du mal à montrer mon écran, mais là, COOH, COOH, c'est quasiment 2 molécules d'acide formique accrochées entre elles. Et donc, certains vendeurs d'appareils disent que quand on sublime dans certaines conditions, a priori plus chaudes, on dégraderait l'acide oxalique en acide formique. Et donc, on serait à faire des traitements qui seraient à la fois des traitements d'acide oxalique et à la fois des traitements d'acide formique, donc potentiellement efficaces dans le couvain, mais peut-être aussi potentiellement toxiques pour la reine. Ça m'a pas mal questionné parce qu'en fait, ils iraient jusqu'à dire qu'il vaut mieux utiliser un sublimateur rapide aux intersaisons et un sublimateur lent en hiver pour avoir que de l'acide oxalique. Alors, c'est ce que dit ça, donc j'ai essayé de m'interroger. J'ai contacté les personnes qui commercialisent le Varoxedi et le Varoxal, c'est-à-dire le laboratoire Andermatt, et donc je vais essayer de vous partager une petite vidéo qu'ils m'ont envoyée. Petite vidéo pour qu'est-ce qui se passe pendant la sublimation. Est-ce que vous voyez le sublimateur? Très bien. Oui. Alors, je vais essayer de parler en même temps, mais je vais diffuser la vidéo. Là, c'est ce qui se passe dans un Varoxedi pendant la sublimation. Je vais le mettre jusqu'au bout en temps réel pour que vous voyez aussi le temps de sublimation parce que ça peut paraître un peu longuet. Donc, le système chauffe. Ce que tout le monde m'a expliqué,
c'est qu'au début, ça fond. C'est-à-dire que l'acide oxalique dihydraté, donc il y a de l'eau avec la poudre là, fond et donc va passer à l'état liquide. Je pense qu'on va le voir. On a du liquide dans la coupelle. Ça bout parce que cet appareil-là, le Varoxedi, il chauffe à 180 degrés. Et donc, on a d'abord évaporation de l'eau à partir de 102 degrés. L'eau s'évapore, mais comme on a une espèce de solution où l'acide oxalique a aussi en partie fondu avec l'eau, le point de vaporisation n'est pas exactement à 102 degrés quand on fait le mélange. Là, curieusement, on voit qu'il y a non seulement une solution, mais des cristaux là qui ont l'air de se soulever. Vous voyez cette espèce de magma là. Donc, on a aussi de l'acide oxalique sous forme de cristaux, donc solides, qui part en vapeur. Donc, on a les deux. On a une vaporisation d'eau, une vaporisation. Donc, vaporisation, c'est que ça passe de l'état liquide à l'état gazeux. Une vaporisation d'acide oxalique qui passe de l'état de cristaux à l'état de vapeur. Une sublimation d'acide oxalique qui passe de l'état de cristaux à l'état de vapeur. Et de l'acide oxalique qui est devenu liquide, qui va se vaporiser. Et ça, il faut se dire que c'est la même chose que ce qui se passe quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole. C'est-à-dire que quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on est à l'état de changement d'état de l'eau, qui passe de l'état liquide à l'état de vapeur. Et ça se fait à température constante. L'eau qui bout, elle ne va pas bouillir à plus que 100 degrés. Parce qu'elle passe à l'état de vapeur. En revanche, une fois que la casserole est vide, là, elle va chauffer plus chaud si on laisse le gaz dessous. Et on va cramer la casserole. C'est la même chose qui se passe avec ces appareils. La vaporisation et la sublimation des quelques cristaux d'acide oxalique, elle se produit entre 149 et 160 degrés. Et donc, quel que soit l'appareil, quelle que soit la température à laquelle l'appareil chauffe, ça va toujours se produire entre 149 et 160 degrés, même si l'appareil il chauffe à 240. Comme l'eau bout seulement à 100 degrés et pas plus chaud. Donc en fait, je pense que ce Varoxedi là qui chauffe à 180 ou l'instant vap ou l'oxalica qui chauffe à 240 degrés, il n'y a pas à se prendre le chou sur ces différences de température. Donc alors, attendez, je vous laisse la fin là, on va remettre la fin parce que il y a un truc à regarder. Donc, c'était juste pour vous dire que moi, je m'étais questionnée grandement sur pourquoi il y a celui-là qui chauffe à 180 degrés, pourquoi les autres, ils chauffent à 240. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Et donc, j'ai questionné le laboratoire Andermatt, le laboratoire Destin qui commercialise l'api bioxal, Oxalica qui vend des sublimateurs et Instant Vap. Et les réponses sont toutes cohérentes entre elles, à savoir que la température à laquelle l'acide oxalique, que ce soit sous forme de cristaux là qu'on voit sur le bord, ou sous forme liquide parce qu'il a fusionné, il est devenu liquide au début du chauffage, c'est 149 à 160 degrés, donc ça ne sert à rien de chauffer plus. Le fait de chauffer plus fort, c'est juste comme le gaz qu'on met sous l'eau qu'on va faire chauffer dans une casserole, ça va juste faire que la sublimation va être plus ou moins rapide ou plus ou moins lente. Là, on a vu, c'est 2 minutes 55 de sublimation. C'est quand même un peu longuet. Ça à voir pour chacun. Mais ça va juste changer la durée, mais ça ne va pas changer le processus chimique qui va se passer. Et là, à la fin, vous voyez qu'on a aussi des dépôts noirs. Déjà des cristaux tout autour. Et des dépôts noirs. Alors, quand on a fait l'expérience à Réalmont, on n'en avait pas forcément. Donc, je vous reparlerai après de ces dépôts. Parce que là, c'est du Varoxal qui a été sublimé. Et donc, je ne vois pas pourquoi on avait des dépôts. Je reviens à ma présentation et je vais essayer de ne pas m'éterniser pour qu'on puisse avoir aussi un temps d'échange. Là, c'est ce que m'a envoyé le laboratoire Andermatt qui reprend ces histoires de température, de vaporisation et de sublimation. Donc là, ça suit, la courbe jaune suit la température
dans le mélange. Au début, on a fusion, c'est-à-dire que la poudre devient liquide. Il y a l'eau qui revient liquide et l'acide oxalique, une partie qui fusionne, donc qui se transforme en liquide, et une autre partie qui reste sous forme de cristaux. Et ensuite, la sublimation ou la vaporisation se produit quasiment à température constante, c'est-à-dire qu'on a un grand plateau là, parce qu'entre 149 et 160 degrés, on a la molécule qui passe à l'état de vapeur. Peu importe l'appareil, c'est la même température, même si l'appareil chauffe plus fort, ça va juste se produire plus vite. Et ensuite, la température monte et là, l'appareil s'arrête au niveau du pic automatiquement parce qu'il n'y a plus rien dans la coupelle ou alors juste des petits résidus là qui vont noircir. Et donc, tout ça va se dégrader et brûler simplement. Et ça continue à chauffer plus chaud. Et donc, j'ai demandé s'ils avaient analysé les vapeurs. Parce que ce qui se passe, c'est que en théorie, à partir de 157 degrés, l'acide oxalique peut être dégradé en acide formique, CO2, dioxyde de carbone, et monoxyde de carbone. Et donc, j'ai posé clairement la question si, là, quand on approchait les 160, on n'avait pas formation d'acide formique. Alors, déjà, le premier truc que j'ai découvert, c'est que Andermatt a un peu étudié la question. Ils ont essayé de recapturer la vapeur pour voir quelle quantité d'acide oxalique il y avait dedans. Donc là, c'est l'acide oxalique qu'ils ont mis dans la coupelle, entre 1 g et 3 g d'acide oxalique. Ensuite, ils ont capturé la vapeur. Ils ont recristallisé l'acide oxalique qui était dans cette vapeur, pesé le poids d'acide oxalique et calculé un rendement, donc c'est-à-dire la quantité de vapeur d'acide oxalique qui est produite en fonction de ce qu'ils avaient mis dans la coupelle. On voit que suivant la quantité de poudre mise au départ, on a des rendements entre 34 et 45%. Donc ça veut dire quand même qu'il y a plus de la moitié de l'acide oxalique qui n'était plus là, enfin, qui ne s'est pas transformé en vapeur d'acide oxalique ou qui n'a pas pu être recapturé. Je l'ai donc pas mal questionné sur est-ce que cet acide oxalique qui n'a pas été recapturé s'est transformé en CO2, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et ou acide formique. Et les deux laboratoires, le laboratoire Destin et le laboratoire Andermatt, me disent que le plus probable, c'est que ce soit surtout du CO2 et du monoxyde de carbone, que le fait que ça se transforme en acide formique, c'est une réaction qui est de dégradation qui est beaucoup plus lente et que donc, il est très peu probable qu'il y ait de l'acide formique qui se soit formé. Et que s'il y avait un peu d'acide formique, ce serait à une dose très inférieure aux doses d'acide formique utilisées en traitement. Et que donc, ma conclusion, mais je suis étonnée qu'il n'ait pas cherché l'acide formique ou quantifié le CO2 et le monoxyde de carbone dans les vapeurs, là. Ils n'ont pas fait ça. Ma conclusion, c'est que peu importe la température de chauffage, parce que la sublimation ou la vaporisation se produit toujours à la même température, autour d'entre 149 et 160. Et là, en fait, ils n'ont pas vraiment étudié. En tout cas, ils sont tous les deux labos à dire qu'il y a très très peu d'acide formique ou pas d'acide formique et qu'on retrouve donc du coup seulement un peu moins de la moitié de l'acide oxalique sous forme de vapeur et le reste est parti en CO2. Donc par contre, ce qui se passe, c'est que si on utilise un vaporisateur à gaz, comme ça là, qui lui chauffe à 400 degrés, on a beaucoup plus de risques que l'acide oxalique se soit transformé en CO2 et donc que ça n'ait aucun effet. Mais donc que l'appareil chauffe à 180 comme la Varoxédie ou à 240 comme les autres, là, l'instant vap, Oxalica et trucs, je pense que ça ne change rien du tout. C'est mon avis, mais on pourra en discuter. Je ne suis pas spécialiste du truc, j'ai juste essayé de comprendre ce qui se passe. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a vu au Rucher École? Enfin, je vous laisse du temps pour parler. Au Rucher École, on a testé l'instant VAP. L'instant VAP, franchement, il était très facile d'utilisation parce qu'on peut pousser l'acide oxalique, etc. Là, il marche avec une petite batterie. C'est rapide. Donc, en fait, concrètement, en moins d'1 minute, quand on met l'acide, on a ensuite la vapeur qui chauffe.
la vapeur qui est propulsée et qui sort de l'appareil. Donc, ce que vous voyez là aussi, c'est qu'on a mis des mousses pour essayer de fermer les portes autour de l'appareil. Ce qui est sûr aussi, c'est que si la ruche n'est pas bien étanche, on voit de la vapeur d'acide oxalique qui sort par éventuellement entre le toit et le corps de ruche ou par tous les petits trous qu'il peut y avoir dans le corps de ruche si jamais il était en mauvais état. Évidemment, il faut fermer les planchers. En tout cas, voilà, en moins d'une minute, ça vaporise. Là, vous voyez la sublimation d'acide oxalique enfin de varoxal ou apibioxal avec mon appareil, donc qui marche avec une batterie, mais il existe les mêmes modèles avec des batteries portatives. Donc c'est la même chose. On a le sublimateur qu'on met à l'entrée de ruche. On met de la mousse ou autre pour fermer l'entrée de ruche. Et dans la minute qui suit, ça dure moins d'une minute, on va avoir un jet de vapeur qui va sortir. Et on n'a pas de photo du sublimateur légal avec un décapeur thermique. Mais voilà, même si ça souffle en permanence, en fait, on sait que quand on décide d'enclencher le truc pour verser l'acide, il va y avoir la vapeur qui va sortir. Et donc, c'est à peu près le même effet. On va avoir moins d'une minute à 2 minutes de sublimation avec propulsion de l'acide. Et on a utilisé donc le Varoxedi. Le Varoxedi, c'est nettement plus tranquille parce qu'il est assez épais, là, 2 cm. Donc, ça demande de le glisser dans la porte. Donc, suivant le modèle de ruche, peut-être il faut parfois soulever un petit peu le corps de ruche par rapport au plancher pour faire passer ça. Ensuite, on appuie sur le bouton et on peut s'éloigner. C'est un peu lent. Donc, vous avez vu, ça dure 2 minutes 55, la sublimation. Donc, ça a le gros avantage qu'on peut s'éloigner. Donc, il y a moins la propulsion de vapeur qui pourrait être dangereuse comme les autres appareils. Et les voyants lumineux changent de couleur. Et donc, on sait quand la sublimation est terminée, on peut revenir. C'est le gros avantage du système. En revanche, c'est lent. Donc, si on a beaucoup de ruches à sublimer, ça peut paraître un peu pénible d'attendre à chaque fois. Et ensuite, on a testé dans chaque sublimateur l'apibioxal ou le varoxal. Et donc, il n'y a jamais eu de caramel, c'est-à-dire je n'ai jamais vu un dépôt sucré collant au fond des coupelles de sublimation. Donc, je ne sais pas si c'est une légende ou pas. Ce qu'on trouve, c'est des dépôts noirs carbonés avec l'apibioxal qu'il n'y a pas avec le varoxal. Donc, ce qui est sûr, c'est que le varoxal, il est mieux au sens où la vaporisation ou la sublimation paraît complète. Il n'y a pas de dépôt carboné. Alors qu'avec l'apibioxal qui contient du sucre, on a des dépôts un peu comme du charbon qui demandent à être nettoyés. Après, l'inconvénient du Varoxedi, là, c'est qu'il peut y avoir des abeilles qui viennent dans la cupule ou de la cire. Et c'est ce qu'on voyait aussi dans la vidéo que m'a envoyé en dermat, là, c'est qu'à la fin, ils avaient un dépôt noir. Eux m'ont dit c'est parce qu'il y a eu de la cire qui est tombée qui était présente dans la cupule avant. En tout cas, il y a une abeille qui est grillée. Si la colonie est un peu agressive, que les abeilles viennent ou qu'il y a de la cire qui tombe ou n'importe quoi, ça fait que la combustion a plus de mal à se faire et ça pose un peu problème. Donc, c'est vrai que j'aurais tendance à dire que c'est quand même pas mal d'avoir la zone qui contient l'acide qui ne soit pas accessible aux abeilles ou aux produits de la ruche. Mais bon, il a le confort qu'on puisse s'éloigner de la machine. Voilà, donc en conclusion, moi je suis vachement étonnée parce que je me suis posé plein de questions et je n'ai eu qu'une des demi-réponses. Les vapeurs qui s'échappent là n'ont pas été clairement étudiées pour savoir quelle quantité d'acide formique il y avait, s'il y en avait, etc. J'aurais tendance à dire qu'il y en a très peu ou pas du tout, quel que soit l'appareil, mais voilà, ça n'a pas été étudié. La modalité d'action de l'acide oxalique en contact direct sur le varroa ou via les abeilles, il y a beaucoup d'interrogations. Les laboratoires ne savent pas exactement comment ça agit. Et j'aurais tendance à vous dire que le choix de l'appareil
peut se faire uniquement sur savoir si ça a besoin d'être rapide ou pas. Et si vous trouvez plus confortable de pouvoir vous éloigner de la ruche avec cet appareil-là pendant la sublimation, plutôt que là où ça demande de rester à côté parce que c'est vraiment très rapide, vous n'avez pas le temps de partir en fait. Et dans tous les cas, ça demande quand même, on le voit là, un sacré équipement. Donc, je pense que le dégouttement a quand même un bel avenir devant lui parce qu'il est tout aussi efficace, voire plus efficace. Et bon, certes, il faut ouvrir les ruches, mais si on est un peu organisé, c'est quand même moins risqué. Simplement, c'est un peu moins inoffensif pour les abeilles que la sublimation, qui a l'énorme avantage d'être efficace et sans danger pour les abeilles. Voili, voilou. Ah oui, il y a aussi que la sublimation pour le Varoxal, il conseille éventuellement de le renouveler 15 jours après la première application, alors que pour l'apibioxal, ils disent de n'appliquer qu'une fois par an au risque d'endommager, je crois, la cuticule des abeilles. Et je sais qu'il y a des gens qui l'appliquent de façon beaucoup plus fréquente qu'une ou deux fois dans l'année. Donc voilà, c'est un autre sujet, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une super étude qui montre l'éventuelle lésion sur la cuticule des abeilles en fonction du nombre d'expositions des abeilles à l'acide oxalique. Voilà, voilou. Je vous laisse la parole. J'espère que tout le monde est encore là, pas endormi. Merci beaucoup. Oui, oui. Ok, merci Bérénice pour cet exposé très clair Mm. et ce questionnement en effet. Après, bon, peut-être on aura l'occasion d'avoir un témoignage ou deux de GDSA qui utilisent, qui ont investi sur des sublimateurs autonomes. Hein. L'avantage de ces sublimateurs, ces nouveaux sublimateurs, c'est qu'ils soient autonomes, qu'on soit plus obligé de transporter une batterie. Et on voit bien en effet que l'investissement et l'utilisation demandent à ce que on ait pas mal de ruches à traiter à la fois. C'est vrai que si on n'a que quelques ruches, le dégoûtement semble beaucoup plus approprié. Je vais laisser la parole à Martha et à Karim pour les questions. Oui, merci. Donc, je vois déjà une question par rapport à la quantité en sublimation d'acide oxalique. Donc, est-ce qu'elle est dépendante de la population d'abeilles dans la colonie? Donc, faut-il adapter le... Eh ben, les laboratoires ne l'ont pas étudié, ne le mettent pas sur leur notice, ce qui paraît un peu scandaleux. Après, comme vous avez vu, en sublimation, il y a peut-être seulement la moitié, voire un peu moins de l'acide qu'on a mis dans la coupelle qui se retrouve sous forme de vapeur dans la ruche. Malgré tout, j'aurais tendance à trouver raisonnable pour un essaim hiverné de mettre une quantité moindre. Mais comme je n'ai pas d'éléments scientifiques sur lesquels me baser pour vous conseiller cela en tant que vétérinaire ou pour faire une prescription dans ce sens, je ne peux pas m'avancer. Merci. Après, je C'est peux... très gênant en tant que veto, hein, parce que normalement, Oui. on devrait pouvoir avoir des arguments scientifiques fournis par le laboratoire pour pouvoir prescrire une moindre quantité sur les essaims à rouler. Voilà. Après, en tant qu'accompagnant, enfin, pour vous accompagner, moi, je peux accompagner les apiculteurs avec des, si vous voulez, des retours terrain. Donc, ce n'est pas non plus, je ne suis pas là pour voilà, faire des prescriptions et je suis totalement pas ni vétérinaire ni rien. Mais c'est vrai que la logique veut que vous soyez en essaim ou colonie entière. Ben là, voilà, il y a toujours une adaptation à faire par rapport à la taille de la colonie. Mais voilà, effectivement, on a des manques au niveau des notices sur les produits. Après, bon, ce que je peux dire quand même, c'est que l'acide oxalique par sublimation est inoffensif pour les abeilles. On n'a quasi pas de mortalité et donc une marge thérapeutique assez importante, quoi. Un peu moins par dégoûtement. Mais en fait, en dégoûtement, on adapte en fonction du nombre de cadres, d'intercadres occupés, quoi. Est-ce que par sublimation, en fait, l'acide oxalique ne passe pas la barrière de l'exosquelette de l'abeille pour se retrouver également dans les molymphes, en fait, comme pour le dégoûtement? Eh ben, c'est très probable, mais ça c'est pas clairement mentionné là dans l'article de 2017 là, des Tchèques a pas mal étudié cette question-là. Et donc, ça fait partie d'une hypothèse, je crois, de leur article, mais c'est pas
pas quantifié. Mais Il me semble que sur les différentes RCP, en tout cas, dans la pharmacodynamique, voilà, l'acide oxalique, en tout cas, passe la barrière de l'exosquelette de l'abeille. Oui, mais ils ne savent Donc, pas si c'est par l'exosquelette ou si c'est par ingestion. Ah. Quand même une question. ouais, mais sur la En tout cas, on pharmacodynamique, en c'est retrouve dans les indiqué. molymphes, mais ils savent pas si c'est par ingestion ou traversée de l'exosquelette. Et en fait, les labos ne l'ont pas étudié. Que les chercheurs indépendants, quoi. Après, En tout cas, comme pour voilà, les... quand on fait ingérer de l'acide oxalique aux abeilles, il se retrouve dans les molymphes. Quand on fait du dégoûtement de la sublimation, c'est sûr qu'il y en a dans l'abeille, mais on ne sait pas comment. Et un varroa qui est accroché à une abeille qui a de l'acide oxalique dans son hémolymphe va mourir. Mais est-ce que c'est parce qu'il ingère l'acide oxalique dans l'hémolymphe ou parce qu'il y a des modifications de l'hémolymphe de l'abeille ou autre du corps de l'abeille? Ça, c'est pas connu, quoi. Après, la préconisation reste bien de 5 millilitres par intercadre au niveau du dégoûtement. Et bon, nous disposons d'une dosette pour tout ce qui est du niveau de la sublimation. C'est vrai qu'on se dit, voilà. Est-ce qu'on Alors oui, peut... après, un truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, ce qui est inconfortable pendant la sublimation, c'est quand même, on est équipé comme des cosmonautes là. Alors on a des gants en nitrile, c'est aussi utile d'avoir des maniques parce que si on veut toucher l'appareil, il est chaud. Et en fait, il faut être avec une toute petite cuillère là pour doser des petites quantités de poudre précises, toutes petites. C'est pas du tout pratique. Il y a un apiculteur, la GAEG, la Garrigue, qui est aussi TSA, qui a fabriqué des pastilles d'acide oxalique, donc de 2 grammes d'acide oxalique juste comprimé pour faire des pastilles. C'est vachement pratique en fait, les pastilles. J'ai demandé au labo s'ils avaient l'intention d'en commercialiser. Ça semble pas le cas. Mais voilà, peut-être que ça peut être intéressant de discuter avec Gaël pour savoir comment ils fabriquent ces pastilles. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'avoir une pastille qui est juste de l'acide oxalique compressé. Là, on met la pastille, on n'est pas avec notre petit truc là, alors qu'on est comme des cosmonautes, à devoir doser de façon fine quelque chose sur le rucher. C'est pas pratique, quoi. Après, voilà, que ce soit Oxalica ou InstantVap, ils vendent des systèmes de doseuses là, qui elles sont effectivement fonctionnelles, mais ça rajoute un coût à l'appareil. Donc, une autre question, donc c'était Daniel qui pose la question du coût réel en fait de la sublimation quand il faut tout compter, c'est-à-dire l'acide oxalique, le masque, la cartouche, enfin tous les équipements qui vont avec, le sublimateur, les gants spécifiques, etc. Alors, le sublimateur, on est autour de 370-390 € par appareil. L'équipement, donc le masque avec les cartouches, on est à 140 €, sachant qu'il faudra renouveler les cartouches. C'est 24 € la cartouche quand on renouvelle les cartouches. Après, voilà, les gants et la combi, si on met une combi jetable, on est autour de 8 € les deux. Le coût du traitement, je vous ai dit, on est entre 80 centimes et 1 € pour le médicament. Mais il y a quand même que le sublimateur, on peut imaginer, et c'est le cas, il y a des GDS qui ont acheté le sublimateur et qui le prêtent. On peut imaginer qu'il y a une mutualisation des appareils. Alors, pas forcément du masque, parce que le masque, on postillonne dedans. Il faut vraiment bien le désinfecter pour ne pas se contaminer. Et si on est plusieurs sur le rucher, il faut que tous les intervenants aient un masque. Donc, ça veut dire quand même qu'il faut, voilà, si on se dit qu'on est deux, il faut 2 masques. Ça, c'est pas si facile que ça à prêter. Mais le sublimateur en lui-même, voilà, je pense qu'il peut y avoir l'idée d'acheter des sublimateurs de façon groupée et de se les prêter à condition que tout le monde soit formé aux mesures de protection et à l'utilisation. Mais du coup, on dépasse les 500 € d'équipement. Et une remarque quant aux protections, c'est vrai que Daniel dit encore qu'on est loin de l'image naturelle quand même de l'apiculture, avec toutes les protections qu'il faut utiliser. Et quand on voit les protections nécessaires quand même pour l'homme, on s'imagine qu'il y a quand même un effet sur les abeilles qui n'est pas anodin. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire que
on a besoin, nous, de protéger nos poumons, nos yeux, etc. C'est des gaz extrêmement corrosifs, irritants, donc on ne peut pas jouer là-dessus. En revanche, il apparaît quand même que les abeilles le tolèrent très très bien, je vous dis mieux que le dégoûtement. Donc les abeilles sont mieux adaptées à ça, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, voilà, l'étude de 2017 là, qui a comparé dégoûtement et sublimation a bien montré que la sublimation est très inoffensive pour les abeilles, même si nous, humains, on a besoin de mesures de protection drastiques. Après, j'entends aussi l'argument selon lequel les voisins, ceux qui achètent du miel, si vous voient intervenir comme ça sur votre rucher, ça peut paraître suspect. Après, je pense que c'est quand même possible d'expliquer que le varroa est un ennemi très redoutable et qu'on est en train d'appliquer un traitement inoffensif pour les abeilles, je n'ai pas redit, mais autorisé en agriculture biologique, mais qu'on a besoin de se protéger en tant qu'humain. Après, bon, pour moi, c'est clair que c'est la protection des utilisateurs qui est le plus grand frein à l'utilisation de la sublimation. Et après, bon, juste pour préciser, là, on parle à chaque fois de sublimation, mais je pense que mon exposé vous a clairement expliqué que c'est quand même plutôt de la vaporisation, puisque l'acide oxalique, il passe sous forme liquide avant d'être transformé en vapeur. Donc, je reviens aux questions. Il y avait une question de participant ou participante. Peut-on traiter avec notre combinaison d'apiculteur ou pas du tout? Alors voilà, on est peut-être plusieurs quand même à se dire qu'on peut le faire. Le risque, en fait, c'est qu'il y a des vapeurs qui rentrent en contact avec la peau de l'apiculteur. Donc, si vous en avez sur la combi, à un moment donné, vous allez vous déshabiller, vous allez toucher votre combi, si vous n'avez pas les gants, et qu'il y en a sur la combi, vous allez irriter vos mains. Voilà. Tant qu'il n'y a pas d'accident, c'est faisable, sauf que si à un moment donné, il se passe un truc où au lieu de vaporiser dans la colonie, ça vaporiserait sur vous, et qu'il y aurait une grande quantité d'acide sur votre combi, après, vous allez avoir du mal à vous déshabiller, tout ça, quoi. Et puis, il peut y avoir de l'acide qui passe à travers le tissu. En cas d'accident, hein, je dis bien, en temps normal, ça ne poserait pas de souci, mais on peut tout à fait imaginer un accident où je ne sais pas pourquoi ça se met à vaporiser alors que vous êtes comme ça et que le tube n'est pas dans l'entrée de ruche, mais vers vous. Et donc, dans ce cas-là, ça serait quand même utile d'avoir un truc en plastique étanche qui protège votre combi. Une question de Karine aussi. Peut-on utiliser cette méthode en été après engagement des rennes? Donc, y a-t-il une influence de la température extérieure? Alors, oui, évidemment, là, j'ai parlé de traitement d'hiver, mais évidemment, c'est une méthode donc, qui doit être utilisée hors couvain et on peut tout à fait l'utiliser après engagement de rennes pour être hors couvain. Et alors là, vous me posez juste une colle parce qu'il me semble que sur la notice, il y a écrit qu'il faut l'utiliser. Je sais plus. Sur le RCP, c'est pas écrit entre 10 et 15. S'il fait supérieur à 20 degrés, en fait, ben, la vapeur, elle se disperse trop vite dans la colonie et le traitement est moins efficace. Alors que si on l'utilise à des températures entre 0 et 15 degrés, ben, la vapeur, elle se condense mieux et donc ça fonctionne mieux quand il fait plus froid, en fait. Merci. Après, il n'y a pas, malheureusement, je pense qu'on n'a pas des résultats, enfin des études en termes d'efficacité selon les températures, ni de mortalité. Enfin, il n'y a pas de mortalité avérée en cas de température supérieure et ni malheureusement, on ne dispose pas de données vraiment précises voilà, montrant l'efficacité avec des températures autres. Après, alors sur l'efficacité, je vous partage juste, mais en fait, ça manque un peu de données. Réellement, là, ils font des comptages, donc ils ont essayé de... Je vous partage les données de comptage. Vous voyez là le tableur Excel? Oui. Du coup, là, il y a les différentes ruches et ils ont fait des comptages, tests CO2 et comptages sur l'ange en août-septembre. Et donc ça, c'est différentes ruches du rucher de Réalmont. Et malheureusement, il n'y en a qu'une, la ruche numéro 8, qui avait eu la sublimation. Alors en plus, on avait fait la formation au mois de mars et il y avait déjà des entrées de pollen. Du couvain, il faisait particulièrement beau.
Donc, on n'était pas hors couvain. En tout cas, voilà, il y a la ruche 8 qui a été traitée, qu'on peut comparer éventuellement aux autres, mais évidemment, une colonie, ça ne sera jamais significatif. Et donc, elle fait partie des colonies relativement peu infestées, mais il y en a d'autres qui n'avaient pas eu de sublimation, qui sont à des niveaux un peu plus bas ou comparables. Simplement, elle ne fait pas partie des colonies fortement infestées. Peut-être que si on refait la formation dans un ruche-école ou un endroit où il y a des comptages, eh ben, on essaiera d'avoir plus de colonies qui seront en comptage après sublimation. Cela rejoint une autre question, effectivement, autour des voilà, quelles sont les données dont nous disposons pour l'efficacité et aussi les mortalités. Et ben, donc, ce que je dis, on est quand même à d'efficacité dans tous les cas supérieure à 70%, dans de nombreux cas supérieurs à 95%. Suivant les études, et mortalité par sublimation, elle est nulle. Par dégoûtement, on est encore à une efficacité très importante, voire même supérieure à la sublimation, donc supérieure à 70% et dans de nombreux cas supérieure à 95% des cas. 95% d'efficacité. En revanche, il peut y avoir un peu plus de létalité sur les abeilles. Oui, je me permets de rajouter, oui, au niveau des données du réseau ADA, nous avons un peu les mêmes, voilà, la même retour, dans le sens où donc une efficacité supérieure à 90%, mais en absence de couvent. Donc, il y a eu des expérimentations qui ont été faites avec des lancagements pour être sûr d'avoir la fenêtre donc hors couvent, et d'autres lots de ruches où cela n'était pas appliqué. Et du coup, en présence de couvent, l'efficacité descend, donc devient inférieure même aux 20%. Donc, c'est vrai que la présence ou absence de couvent joue énormément. Ben, ça, on s'en doutait, mais et par rapport au dégoûtement, nous en sommes plutôt en efficacité aux 70% en présence de couvent, versus en hors couvent, on est pareil, autour de 90%. Donc c'est vrai que et non, pas de mortalité constatée, même en faisant 2 passages. Donc voilà, les données effectivement vont dans le même sens que ce que tu as dit. Ouais, peut-être redire qu'il faut absolument qu'il n'y ait pas de couvent. Ouais. Oui, c'est pas toujours. Alors, il y avait 2 questions sur le temps d'application nécessaire. Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est dépendant simplement du sublimateur utilisé? Martha se posait également la question donc de la cinétique d'efficacité du produit. Est-ce qu'en réduisant le temps de sublimation avec des températures en fait plus élevées que 160, est-ce que l'efficacité est la même qu'à 160 pendant 2 minutes? Donc, vraiment une question, le temps d'application. Il y a une autre question qui rejoint un peu, donc on va la mettre aussi. Est-ce qu'on sait simplement que quand il y a de la vapeur, est-ce qu'on n'est pas que sur de la vapeur d'eau, en fait? Est-ce qu'on est réellement sur des vapeurs d'acide oxalique, en fait, simplement en voyant de la vapeur? Est-ce que c'est suffisant pour dire, ben, j'ai laissé assez de temps mon sublimateur? Alors, je vais essayer de répondre, mais j'ai encore renvoyé des questions au laboratoire d'Estaing, là, qui me répondent de façon plus précise aussi. Enfin, juste pour vous dire, c'est aussi très choquant parce qu'en dermat, c'est des réponses pas du tout scientifiques qui sont apportées. Il faut vraiment insister pour obtenir des courbes de température ou des données scientifiques. Au début, c'était juste des retours d'expérience du commercial capiculteur. Donc, je suis très frustrée là-dessus et peut-être que le laboratoire d'Estaing va me répondre de façon plus précise parce que je n'ai pas réponse à toutes mes questions. Donc, si j'ai des réponses par la suite, je vous les communiquerai. Dans tous les cas, il n'y a que ceux qui vendent le Varoxal dans le Varoxédi qui m'ont montré le rendement de la vapeur, à savoir qu'il y a entre 35 et 45% de vapeur d'acide oxalique par rapport à l'acide oxalique qui a été mis dans la coupelle. Le laboratoire d'Estaing qui vend la bioxal a testé l'efficacité de la bioxal dans de nombreux sublimateurs. Mais ils ne m'ont communiqué aucune donnée. Apparemment, ils n'ont pas quantifié,
ni quantifier ni identifier les molécules qui sont dans les vapeurs. Ma question était simple, c'était est-ce que vous avez regardé et en quelle quantité on retrouve, quelles molécules on retrouve dans la vapeur. Et apparemment, ils ne l'ont pas fait, ou en tout cas, ils refusent de communiquer dessus. Je n'ai pas la réponse à cette question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans les vapeurs quand on sublime de l'apibioxal et en quelle quantité, je ne sais pas. Ce qu'ils ont par contre confirmé, c'est que l'apibioxal est efficace, quel que soit le sublimateur utilisé, dans la mesure où ça chauffe entre 180 et 240 degrés. Mais qu'il y a une dégradation dans les sublimateurs à gaz qui chauffent à 400 degrés. Après, est-ce que, moi je me suis posé la question, vu que c'est plus lent dans le varoxidie, là, et qu'il y a une dégradation de l'acide oxalique à partir de 190 degrés, est-ce que le fait que ça reste longtemps comme ça là, dans le bouillon, même si ça se reste à 180, est-ce que ça n'a pas un temps pendant lequel la molécule se dégrade? Donc la réponse du labo, c'est on trouve voilà, 35 à 45% de vapeur d'acide oxalique. Est-ce que si on est plus rapide, il y a plus d'acide oxalique sous forme de vapeur à la fin de la sublimation? Je ne sais pas, puisque le laboratoire n'a pas la réponse. Voilà. Je trouve ça hyper choquant parce que moi, franchement, en tant que vétérinaire, en général, on sait quelle dose de médicaments on administre à l'animal soigné. Là, sincèrement, en fait, on ne sait pas quelle dose de principe actif est administrée à l'animal soigné, quoi. Je ne sais pas. Enfin, moi, je trouve ça frustrant. Je ne sais pas, Karine, ce que tu en penses, mais... Ah bah c'est clair. on ne sait On pas. n'a aucune Je trouve donnée, ça quoi. hyper choquant, quoi. Voilà. S'ils me répondent, si jamais le laboratoire d'Estaing me répondait de façon précise, je vous dirais. Le truc le plus précis, c'est le truc que je peux vous remontrer là. Mais c'était étudié que dans le varoxédie, sachant que sur la notice, il n'y a pas écrit qu'il faut forcément utiliser le varoxédie. Donc si on met du varoxal dans un autre sublimateur, il y aura sans doute des rendements différents là, que ceux-là. Et donc la quantité de principe actif sera peut-être différente. Hein. Ils n'ont pas étudié. Et donc ça dépend effectivement aussi de la quantité de médicaments mis au départ, puisque ouais, ça oscille un peu. En même temps. Il y a quelqu'un qui lève la main, là, je ne sais pas, on peut peut-être lui donner la parole, peut-être le Oui, chat c'est peut moi. faire ça. En fait, on voit sur l'affichage que vous avez mis, c'est que si on fait par exemple 2 fois 1 gramme, on a de bien meilleurs résultats qu'en faisant 2 grammes directement. 2 fois 1 gramme, oui, on va avoir 0,9 grammes dans la colonie. Alors que si on fait 2 grammes directement, on aura 0,69, oui, effectivement. Et on peut rapprocher ça aussi sur le fait que c'est un peu plus rapide, peut-être, de faire 1 gramme. Il va se dégrader, enfin, il va se transformer beaucoup plus rapidement que les 2 grammes qui vont bouillir tranquillement dans le poêlon. Oui. Après, ce qu'il y a, c'est que le cycle du petit appareil, là, le varoxédie, il est quand même assez long parce qu'il y a un temps de chauffe. En fait, il refroidit à la fin de la vaporisation. Et donc, après, il faut qu'il rechauffe. C'est aussi ça. Enfin, voilà, ils attendent que ça refroidisse, que ça réchauffe. C'est un peu plus long que les autres appareils. Ça va quand même mettre 5 minutes au total de faire 2 fois 1 gramme, je pense. Mais voilà, après tout, c'est que 5 minutes. Si on n'a que 4 ou 5 ruches, il n'y a pas de problème. Hein. Après, est-ce que c'est nécessaire d'avoir plus de vapeur d'acide oxalique pour être plus efficace? Je ne sais pas, en fait. Est-ce que la durée de sublimation aussi, elle doit être proportionnelle au volume de la ruche, comme la quantité d'acide oxalique qu'on y met dans la coupelle? Bah non, parce qu'en fait, la sublimation, la vitesse va dépendre de l'appareil et la quantité d'acide qu'on met, mais en fait, on se rend compte, une fois qu'il n'y a plus de vapeur qui se dégage, la sublimation, elle est terminée. On ne contrôle pas quand ça s'arrête. C'est à partir du moment où il n'y a plus de matière à vaporiser que
qu'il n'y a plus de vapeur qui se dégage. Et donc ça dépend de la chaleur qu'on amène au système, mais quel que soit le sublimateur, cette transformation va se faire quand le mélange est entre 149 et 160 degrés. Donc, en fait, on ne maîtrise pas grand-chose. Ça va juste aller plus vite parce qu'on amène plus de chaleur aux appareils rapides qu'aux appareils lents. Mais en plus, je me suis demandé, enfin, je ne sais pas si je vous ai dit, tous les histoires des appareils qui ont des écrans là, sur lesquels on voit la température. La température n'est pas réellement réglable, hein. C'est juste une façon de voir un petit peu ce qui se passe. Parce qu'en fait, comme à un moment donné, quand il y a des changements d'état, que ce soit la fusion au début où ça fond, ou la vaporisation après, au moment où ça change d'état, il va y avoir de la chaleur qui va être amenée au système et donc la cupule va légèrement refroidir, puisque le changement d'état va pomper de la chaleur. Donc ça permet de voir ces refroidissements et que la température revient à un plateau au moment où ça se vaporise. Et puis quand ça remonte, eh ben, c'est que le changement d'état est terminé. Ça permet de suivre, mais dans tous les cas, voilà, on ne peut pas changer la température des appareils. Ils sont prévus pour fonctionner soit à 180, soit à 240 degrés. Et ça ne change pas la température à laquelle le process se déroule. Donc moi, de ce que j'en ai compris, je ne vois pas la différence, sauf la durée, effectivement, de sublimation. La durée, on n'a pas de maîtrise dessus, hein. C'est simplement en fonction de la quantité d'acide qu'on a mis et de la chaleur apportée par l'appareil au système. Il y a une question sur l'étanchéité aussi. Est-ce que rucher colle? Comment vous avez procédé? Parce qu'en effet, avec les plateaux Nico et les tiroirs de fermeture, est-ce que vous avez pu voir un petit peu comment ça fonctionnait et s'il y avait beaucoup de pertes ou pas? Alors, je ne sais pas si, parce que je ne me souviens plus exactement. Là, on voit qu'il y a des planchers en bois et il me semble, et là, il y a des planchers Nico. Dans tous les cas, on avait mis les plaques pour fermer les planchers grillagés et on avait mis, vous voyez, des mousses là, ou des mousses comme ça, pour essayer d'étanchéifier autour de là où on a introduit le sublimateur. Et on a vu des jets de vapeur, alors parfois au niveau entre le toit ou le nourrisseur et le corps de ruche, mais parfois il peut y avoir des petits interstices dans des fentes du bois ou choses comme ça, là, quand la ruche n'est pas en super état. Celle-là, elle est plutôt en bon état, mais sur certaines ruches, on a vu des fuites qu'on a découvertes. Ensuite, il y a aussi des apiculteurs qui font un trou, qui peuvent reboucher parfois à l'arrière de la ruche pour pouvoir introduire juste le tube des sublimateurs, là, qu'on des tubes, par le trou à l'arrière et ne pas avoir à faire un truc au niveau de la porte d'entrée quand ils subliment. Moi, je ne me souviens pas exactement s'il y avait plus de fuites sur les planchers Nico, planchers en bois. Parce que, au niveau du plancher, je crois que ça n'avait pas trop posé souci, mais s'il y a d'autres personnes qui ont participé à la formation à Réalmont qui voudraient faire un retour, qu'on leur donne la parole peut-être. Sur la photo, justement, est-ce que c'est pas la plaque qu'on voit là qui est posée sur les planchers? Parce que je sais que dans certains GDSA, ils font comme ça, hein. Ils mettent systématiquement des plaques sur les planchers pour fermer les planchers. Et la plaque, c'était juste un truc pour prendre des notes, je crois. Non? Ah, d'accord. Il me semble. Avoir un support pour prendre des notes. Mais j'avoue que je ne me souviens plus. C'est vrai que toutes les ruches n'ont pas le même modèle. Là, est-ce que c'est grillagé ou pas, ce plancher-là? J'en sais rien. S'il y a quelqu'un qui était là réellement, je veux bien me donner la parole. S'il y a personne, moi j'avoue que je n'ai pas le souvenir que c'est particulièrement fui par le plancher, mais qu'il y a eu certaines ruches où on a vu des fuites à certains endroits du corps de ruche ou au niveau du toit, ça c'est sûr. Jean lève la main. Donc il va peut-être nous donner son expérience. Donc nous, au GDSA 12, on a une petite expérience avec le Varoxédi. Donc le Varoxédi, il faut le réveiller quelques jours avant parce que le système
le système électronique s'endort. Donc, il faut le faire avant, pas arriver le jour sur le rucher avec simplement les batteries chargées. La deuxième chose, c'est qu'on en a fait beaucoup, nous, puisqu'on en a deux. Hein. Le docteur Lionel Lafont en a un, moi j'en ai un, et on le prête aux gens qui sont formés. Les fuites, moi je les ai observées uniquement au niveau du plancher. Alors on met à chaque fois un plancher Nico, puis quelquefois une petite, comment dire, planche dessus comme pour les comptages, mais il n'y en a pas. Alors le Varoxédi, comme tu l'as si bien dit, c'est d'une grande facilité d'utilisation puisqu'il te laisse le temps de partir. Pour ce qui est des dépôts noirs qu'on a dans les godets, ce sont des dépôts qui sont liés aux éléments de la ruche qui peuvent tomber dedans. Comme tu l'as si bien dit, parfois une abeille, parfois un morceau de cire, parfois on ne sait pas quoi. Et nous, quand on l'utilise, on a toujours deux godets. Donc quand on le sort après changement de couleur, quand le Varoxédi te dit que la sublimation est finie, donc tu mets ce godet dans une coupelle avec un peu d'eau et tu vas remettre un autre godet pour passer à la ruche suivante. Et ce godet, tu vas le nettoyer avec une paille de fer pour qu'il soit impeccable pour le suivant. Alors, comme tu l'as dit, c'est assez long, donc il faut être un peu patient, mais quand on a quelques ruches, c'est bien et c'est d'une utilisation facile. Et surtout, le manipulateur n'est pas obligé de rester à côté de la ruche quand ça s'évapore, donc quand ça se sublime. Donc, c'est une grande, c'est beaucoup plus, comment dire, sécurisant que l'instant VAP. Et pour les instants VAP, ceux qui les utilisent, comme tu l'as si bien dit, souvent ils font un trou par l'arrière pour mettre l'appareil dedans. Parce que si tu utilises l'instant VAP simplement par le trou d'entrée en bas, l'appareil bouge un peu. Alors que si tu le mets si tu fais un trou avec une mèche, eh bien et que tu le mets pas évidemment au niveau d'un cadre, mais dans un intercadre, ça va bien. Pour ce qui est de la sublimation, tout l'intérieur de la ruche est envahi par la fumée. Donc la ruche est complètement traitée, alors que pour la sublimation, il faut évidemment l'ouvrir, et l'hiver, il fait froid. Et puis deuxièmement, tu as toujours des animaux qui peuvent éviter l'aspersion. Enfin, je ne sais plus, j'ai plus le terme. Dégoûtement. Dégoûtement. Le dégoûtement, pardon, oui. J'avais plus le terme. Voilà, alors voilà ma petite expérience. Ça fait maintenant 2 ans que nous l'utilisons. Pour ce qui est des problèmes d'utilisation, moi j'ai téléphoné à chaque fois au docteur Arate Cabrero, qui est toujours d'un abord très facile et qui te donne de multiples informations. Donc, une vétérinaire qui est du côté de Bayonne, je crois. Et voilà. qui malheureusement n'est plus joignable chez Andermatt. Elle est plus joignable, c'est parce qu'elle t'aime pas. Mince. Non, je crois qu'elle est en arrêt prolongé. Écoute, je sais pas. Moi, quand je l'ai la première année, j'ai besoin de poser beaucoup de questions. Tu as abordé la plupart de ces questions. Elle a été très, très serviable à ce moment-là. Maintenant, je ne sais plus. Voilà, j'ai plus rien à dire. Avez-vous le souvenir du coût total d'équipement? Le coût, ça a été très très bien dit par notre amie là, par Bérénice. Hein. Moi, elle m'a appris des choses, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'il fallait changer les capsules au bout d'un an, les cartouches au bout d'un an. Voilà, je savais pas. Ceci dit, une fois, j'ai essayé de le faire sans protection, je ne le referai plus. Hein. Parce qu'il suffit que le vent tombe. Au bout d'un moment, on est confiant, on dit putain, c'est embêtant d'avoir ça sous la combi et tout. Et puis, la chose qu'il faut dire, c'est qu'une fois que vous avez fait la sublimation, il faut laisser la protection pendant 5-10 minutes pour que les abeilles se calment. Parce que si vous l'envoyez, retirez la protection trop vite, elles sont énervées, elles sortent et elles vous le disent, quoi. Mais enfin, bon, ça, c'est un peu évident. Voilà mon expérience.
Merci beaucoup pour ton Merci. retour. Et je dirais juste, quand on a un masque comme ça, là, on est quand même protégé, on n'a pas forcément besoin de mettre la vareuse par-dessus. Oui, je sais, mais tu as tout dit. Le problème avec le Varoxédi, c'est la coupelle qui est difficile avec les 2 grammes si tu as tes gants, etc. Tu as des gros gants. Mais tu as tout dit dans ton exposé, il est parfait. Hein. Voilà. Plein de louanges. Concernant Instant-Vap, le retour que j'avais eu au niveau investissement, c'était 700 €, hein, donc l'équipement plus l'appareil. Et surtout, il faut faire attention aux batteries parce qu'ils disent que c'est utilisable avec des batteries d'outils portatifs type visseuse, etc. Or, visiblement, il faut des batteries beaucoup plus performantes, hein, si on veut que ce soit donc ça tienne dans la durée et pour faire un maximum de ruches avec, quoi. En fait, à chaque fois, il marque Oui. le modèle de batterie qui peut être adapté à chaque appareil. Donc, ils peuvent aussi, il y a différents appareils suivant les batteries de nos outils de bricolage. Et après, il y a aussi le fait qu'il y a, j'ai peut-être pas dit, il y a des écrans de contrôle de température plutôt sur les appareils qui fonctionnent avec les batteries des outils de bricolage, parce que en fait, ces batteries au lithium peuvent chauffer beaucoup plus fort et de façon un peu non contrôlée s'il n'y a pas un petit module effectivement de contrôle de température. Donc en fait, quand on est avec une batterie de voiture de 12 volts, il n'y a pas de module de contrôle de température parce que ça ne risque pas de chauffer trop fort. Avec les batteries au lithium, il y a ces petits modules de contrôle de température pour éviter que ça se mette à chauffer d'un coup trop fort. De ce que j'ai compris. Après, je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais en essayant de questionner à quoi servaient ces petits modules de contrôle de température et pourquoi ils n'étaient présents que sur les modèles récents, j'ai eu cette explication. Après, je pense que ça ne sert à rien de prendre l'option où on voit la température. On peut prendre une dernière question s'il en existe encore. Sinon, je pense on qu'on en arrive a au terme. laissé. Il y en avait une très rapide autour de la température. Quelle est la température conseillée pour les mélanges sirop-acide oxalique pour le dégoûtement? Entre 30 et 35 Oui. degrés. Oui. Et sinon, il y avait aussi des questions autour des résistances, quand tu mentionnais un flash. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de résistance décrite, mais c'est vrai que mon questionnement sur la modalité d'action est aussi lié au risque de développement de résistance. C'est-à-dire que si on a une action de l'acide oxalique plutôt mécanique ou plutôt là sur les petits coussinets au bout des pattes par une action par contact, on a probablement moins de risque de développement de résistance que s'il y a une action par voie systémique, donc dans le corps de l'acarien qui pourrait ensuite avoir des enzymes ou autres détoxifiantes en développant une résistance. Et donc, c'est pour ça aussi que je me suis pas mal questionnée sur la façon dont agit l'acide oxalique. Donc, a priori, il y a les 2 modes d'action, par contact et dans le corps de l'acarien. Mais on ne sait pas comment. Donc, comme on ne sait pas comment, le risque de développement de résistance, on ne sait pas. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de résistance décrite. J'ai regardé un article aux États-Unis là, récent aussi parce que le bruit court. Je n'ai pas trouvé de preuve là, de résistance à l'acide oxalique. C'est sûr que le risque de développement de résistance est moindre avec des actions flash qu'avec des traitements par lanière sur plusieurs semaines. Mais vu qu'il y a effectivement quand même une action systémique dans l'acarien, on n'est pas à l'abri que des résistances se développent. Et Karine, oui, j'avais lu quand même plusieurs articles sur les résistances. Hein. Je vous en avais envoyé déjà, il me semble, dans d'autres webinaires. Parce qu'il est quand même décrit que l'acide oxalique passe l'exosquelette de l'abeille, hein, que ce soit par sublimation ou après par dégoûtement, elles en avalent aussi. Et donc, ça passe dans les molymphes et le varroa peut aussi donc développer par la suite en fait, des bactéries qui permettent de détruire en fait, l'acide oxalique. Donc, il y a des résistances par ce biais-là, en fait.
puisqu'ils pompent l'hémolymphe de l'abeille après, donc ils sont en contact avec cet acide oxalique aussi dans leur propre corps, et du coup, ils vont développer eux-mêmes en fait des souches de bactéries qui vont elles-mêmes détruire l'acide oxalique. Donc, il existe des résistances. Alors, effectivement, en flash comme ça, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup qui se créent, mais par contre, si on l'utilise de façon répétée, ça peut à terme provoquer des résistances. Donc, il faut quand même faire attention parce que l'acide oxalique fonctionne très bien et ça serait dommage de faire des résistances comme on voit actuellement avec les autres molécules. Enfin, on va peut-être donner la parole à Jean. Et je voudrais juste te dire aussi que, comme je l'ai dit, l'idée, c'est de faire un traitement, ou à la limite 2 traitements à 15 jours d'intervalle, mais vraiment ponctuels. Je pense que ces produits sont encore très actifs à condition d'être hors couvain. Donc, l'important, c'est quand on le fait, de faire hors couvain. Donc, de toute façon, ça ne va pas durer non plus plusieurs mois. Et donc, il y a des gens qui répètent les traitements beaucoup plus que ça. Et ça, c'est à éviter parce qu'on risque d'avoir des résistances et ça ne sert pas à grand-chose parce que je ne pense pas que sur des semaines et des semaines, on soit hors couvain. Donc, à partir du moment où il y a du couvain, ça ne sert à rien de répéter le traitement. Il y a plusieurs mains levées. Oui. Cédric a levé la main. S'il veut prendre la parole. Oui, bonjour. En fait, merci Bérénice. Je crois que vous avez répondu quand même là. Parce que comme je l'indiquais dans le fil, moi j'ai plusieurs témoignages d'apiculteurs qui disent ne pas traiter en encageant, suite à un encagement ou retrait de couvain ou autre. Et multipliant les passages, en faisant 2, 3 ou 4 passages d'affilée, c'était un peu ma crainte, effectivement, de se retrouver avec des résistances suite à de mauvaises utilisations. Et je trouve qu'on communique pas assez. Après, moi, j'ai pas tellement les compétences non plus pour juger de ça, mais c'est un peu le discours que vous avez tenu là à l'instant, qu'il fallait faire attention à ne pas multiplier ces passages. Oui, voilà. S'il y a du couvain, c'est pas du tout suffisamment efficace. Peut-être ça donne bonne conscience, mais il vaut mieux avoir mauvaise conscience parce qu'on risque de développer les résistances. On ne va pas aider les abeilles avec une efficacité de 20%, c'est ça, Martin, en présence de couvain. Donc, oui, après, c'est vrai que voilà, souvent on a un peu la tentation de faire un deuxième passage à distance de 5 à 7 jours, vu qu'il n'y a pas de mortalité au niveau des sublimations, hein. Je ne parle pas du dégoûtement. Idéalement, le moins, c'est le mieux. Déjà pour l'apiculteur, pour la colonie, économiquement, pour la pratique, ça fait moins de temps de travail. Donc, idéalement, si vous avez une fenêtre hors couvent, c'est là qu'il faut viser. Et voilà, et un passage sera le bon. Merci. Ok, je crois qu'on a fait le tour des questions. Oui, en gros, je pense. On a dépassé largement. Il y a Jeanne, Oui, Jeanne qui a... juste pour l'utilisation, donc la sublimation, on l'utilise l'hiver hors couvain, et on peut l'utiliser également quand on récupère des essaims ou quand vous faites des essaimages artificiels. On n'en a pas parlé, mais c'est toujours du flash dans ce cas-là. Et une des craintes que nous avons, c'est avec l'utilisation longue des bandelettes comme le Calistrip, où on risque de voir apparaître des résistances. Or, l'acide oxalique en flash, à l'heure actuelle, est vraiment très utile pour sauver les colonies. Donc, il faut faire vraiment attention à ça, et parce que, comme tu l'as dit, il y a des tas de molécules qui marchent moins bien maintenant à cause des résistances qui se développent. Donc, pensez aussi à faire de la sublimation de temps en temps quand vous faites des essaimages artificiels ou si vous récupérez un essaim, c'est possible. Voilà. Alors c'est vrai que quand on a des paquets d'abeilles, des essaims sans couvain, c'est aussi une application de choix et on peut aussi faire de la pulvérisation. Bien sûr. Voilà. Et, suivant si on a envie de s'équiper en cosmonaute ou de faire du pit-pit, c'est tout au choix, mais c'est très efficace. En tout cas, merci, c'était super. Et après, je pense qu'il y aura d'autres présentations prochainement sur
la déception que provoque le Calistrip. Et donc, voilà, sans présager de l'avenir, je pense que le Calistrip ne sera pas trop utilisé, vu le manque d'efficacité. Donc, Moi, j'en suis contente. Hein. Parce qu'en fait, il faut l'utiliser hors couvain, sinon ça ne fonctionne pas, puisque mais c'est de ouais, la si on est hors qualité. couvain, Et c'est marqué sur la RCP. Oui, par contre, c'est de la longue durée. C'est vrai que l'intérêt pour les apiculteurs, là, ça baisse un petit peu, en sachant que si Ah, c'est mais quelque ça, c'est chose sûr. qu'on doit Mais appliquer c'est... en hors couvent, alors pourquoi pas encourager plutôt du flash. Mais Oui, non, mais ça, je suis d'accord, mais c'est noté sur la RCP. Effectivement, si on ne l'utilise pas hors couvain ou avec très peu de couvain, ça ne fonctionne pas, puisque c'est de l'acide oxalique, comme tous les acides oxaliques. Voilà. Donc après, donc voilà, si on est hors moi, j'ai couvain, refait des comptages utilisons le flash. après mes calistripes, je suis à 0 varroa, quoi, sur des essaims qui n'avaient pas de couvain. Donc, tout dépend de la manière dont on l'utilise. Ouais, mais du coup, si on est hors couvain, le dégoûtement, la sublimation et tout ça sont d'une part moins chers et on a moins de risque de résistance de tout à développement. fait. Donc, l'utilisation du C'est Calistrip, marqué elle est quand même hors limitée, quoi. couvain ou avec très peu de couvain, en fait. Ah oui, j'entends, hein, mais du coup, il y a des produits concurrents qui seront peut-être à privilégier, quoi. Oui, c'est sûr que nous, on cherche d'accompagner les apiculteurs sur le produit qui est plus pertinent et plus voilà, efficace. Et on n'est pas très satisfait non plus à ce niveau-là. Enfin, après, Donc, peut-être aussi que dans le futur se développeront, toujours pour les hors couvains, des médicaments à base d'acide lactique, parce que je trouve ça assez intéressant, les études sur les acides lactiques, là. Mais pour l'instant, on n'a pas de médicaments, donc c'est pour le futur. Voilà, il y a du boulot à faire. bon, tout ça est un autre sujet. Je vous propose d'arrêter la visio là et de libérer nos auditeurs, on va dire. Et je remercie Bérénice pour ce travail qui prend du temps parce qu'il faut contacter aussi les labos et tout ça. Donc ça prend beaucoup de temps. Merci Bérénice et puis Un merci grand Martha et merci. Karine et à Jean d'avoir témoigné. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis les débats se poursuivront sur une autre visio sur le Oui. Calistrip. N'hésitez Merci pas à à vous nous tous. contacter aussi. Si vous avez des questions, vu que je vois plein de mains levées, et je pense que là, c'est vrai qu'il y a de quoi alimenter des jolis débats. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, quelle que soit la structure. Hein. Donc, ADA, FRGDS, GTV, ben, contactez-nous. Ça va alimenter voilà, ce qu'on va vous proposer pour la suite. Et merci à Merci à Martha et tous. Irène qui ont alimenté aussi le contenu de cette présentation. Merci. Merci à tous et bonne journée. Bonne matinée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.